Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier la réaction de polysubstitution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une réaction de polysubstitution? Donc, bien sûr, poly, c'est un préfixe qui signifie plusieurs, d'accord, plusieurs substitutions. Donc, lorsqu'on parle de la polysubstitution, c'est-à-dire un benzène, donc comme vous voyez ici, nous avons étudié le benzène. Donc, ce benzène-là est non substitué, c'est-à-dire qu'il ne possède aucun substituant. Donc, une réaction de substitution électrophile. Donc, je peux fixer l'électrophile soit dans cette position, soit dans cette position, soit dans cette. Toutes les positions sont identiques, comme vous voyez ici. Toutes les positions sont identiques. Pourquoi? Car elles ont le même environnement. Donc, car elles ont le même environnement chimique. Voilà, un hydrogène. Et voilà, donc ça c'est un benzène non substitué. Donc, lorsque je parle d'un benzène substitué, par exemple, un benzène substitué par un groupement méthyle. C'est ça ce qu'on appelle le toluène. Donc ça c'est un benzène substitué, c'est-à-dire qui possède un substituant, un groupement méthyle. Et donc comme vous voyez ici, cette position est différente de cette position, et différente de cette position, également différente de cette position. Donc on a 4 positions qui sont possibles. Cette position, il s'appelle la position ipso. Donc, c'est la position du carbone qui porte le substituant. Il s'appelle la position ipso. La deuxième position, il s'appelle la position ortho. Voilà. Et la troisième position, il s'appelle la position méta. Et la dernière position, donc, vous voyez ici. Donc, si je trace deux droites qui sont parallèles, donc cette position est parallèle par rapport à cette position, donc cette position s'appelle la position para. Donc j'ai 4 positions possibles lorsque je parle de la polysubstitution. Donc les substituants électrophiles aromatiques sont généralement réalisés sous contrôle cinétique. La transformation est stoppée avant l'équilibre thermodynamique et on récupère ainsi le produit qui sont formés le plus rapidement. Donc voilà, ce contrôle cinétique, c'est-à-dire on va vérifier la vitesse de la réaction. Donc la transformation est stoppée, on va stopper la réaction avant l'équilibre thermodynamique, donc pour récupérer les produits qui sont formés le plus rapidement. Donc lorsqu'on a un substituant est présent sur le cycle aromatique, l'introduction d'un nouveau substituant pose un problème de régiosélectivité. Donc on a ici un problème de régiosélectivité. Qu'est-ce que ça veut dire régiosélectivité? C'est-à-dire une sélection d'une région. Donc comme vous voyez ici, nous avons 4 régions tout à fait différentes. La région ipso, bien la position ipso, bien le site ipso, c'est la même chose. Ortho et méta et para. Parfois, vous pouvez trouver dans des ouvrages, cette position s'appelle la position 1, la méta s'appelle la position 2 et la para s'appelle la position 3. Bien sûr, par rapport à l'origine, c'est le carbone qui possède le CH3. Donc, on va étudier 2 types de groupements, c'est-à-dire des substitutions. Donc, on a des groupements qui s'appellent les groupements activants, c'est-à-dire des groupements qui activent le cycle benzylique. Donc je vais essayer de vous donner des exemples. Et on a également des groupements qui s'appellent les groupements désactivants, donc qui désactivent le cycle benzylique. Donc vous pouvez me donner un exemple d'un groupement activant. Donc par exemple, le groupement OH, lorsqu'on parle de phénol, est un groupement, donc on dit que ce groupement OH est activant. Pourquoi? Parce que ce groupement d'honneur, comme vous avez étudié en S3, donc dans la chimie, les effets électroniques injectifs et mésomères, donc ce doublet-là
peut se déplacer par effet mésomère donneur plus M. Donc c'est un groupement donneur mésomère, donc qui va activer cette cycle benzylique. Donc on dit que OH est un groupement, donc celui qui te donne quelque chose, il va t'activer bien sûr, à l'inverse de celui qui va prendre de toi quelque chose, donc il va te désactiver, comme Facebook qui prend votre temps et votre énergie. Donc il faut désactiver Facebook pour être activé. Donc celui-là c'est un groupement activant, et vous pouvez donc soit par un effet mésomère plus M. Donc si vous avez des problèmes avec les effets donneurs, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez également trouver un groupement méthyle dans le cas de toluène. Donc le CH3 exerce un effet donneur, bien sûr, plus I, un effet indicatif. Donc on dit que CH3 et OH ce sont des groupements activants qui activent quoi? Bien sûr, qui activent les noyaux. Donc ces carbons-là, ils s'appellent donc les noyaux benzyliques. Donc c'est un groupement qui active les noyaux benzyliques. Par contre, lorsqu'on parle d'un groupement désactivant, donc on parle d'un groupement qui exerce un effet attracteur. Bien sûr, par exemple, le COH, un groupement allyde dans le cas de benzalide. Donc vous voyez ici une liaison pi très faible qui est portée, qui se trouve entre un carbone et oxygène. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif, donc il va attirer vers lui les électrons pi. Pour cette raison, donc l'oxygène va se charger négativement, et pour cette raison, on appelle ça un effet mésomère attracteur. Donc ce groupement-là est un groupement désactivant, donc, car il désactive les noyaux benzyliques. Donc plus on donne les électrons aux noyaux benzyliques, plus on les active. Plus on prend ou bien on attire des électrons de ces noyaux benzyliques, plus on les désactive. Voilà, donc c'est ça l'activant, la différence entre l'activant et désactivant. Donc je vais essayer de définir ce qu'on appelle la règle de Holman. Règle de Holman. Donc qu'est-ce que c'est qu'une règle de Holman? Donc Holman a défini deux types des groupements. Des groupements activants, c'est-à-dire des groupements qui exercent un effet donneur, soit inductif ou bien mésomère, sont ortho, c'est-à-dire la position ortho, la région ortho, et paradirecteur. Donc les groupements activants sont ortho et paradirecteurs, c'est-à-dire qu'ils orientent la substitution électrophile aromatique dans la position ortho et la position para. Donc comme il a dit M. Albert Einstein, la seule façon d'expliquer c'est de donner des exemples. Il a dit également, si vous n'arrivez pas à expliquer, c'est que vous ne comprenez pas. Donc je vais essayer de vous donner des exemples pour bien maîtriser cette première règle de Holman. Donc par exemple, si j'ai un composé qui possède un groupement OH. Donc comme on a déjà vu, le groupement OH il exerce un effet plus M donneur. Donc ce groupement-là est un groupement activant, c'est-à-dire qui active le cycle benzylique. Donc il va orienter l'addition dans deux positions. La première position, voilà, avec un grand flèche, c'est-à-dire que c'est le produit majoritaire. Et la deuxième position avec un petit flèche, c'est-à-dire que le groupement ou bien le produit minoritaire. Donc si j'utilise une réaction par exemple de chloration, donc chloration en présence d'un acide de Lewis, donc je devais fixer le Cl dans deux positions différentes.
Donc comme vous voyez ici, c'est un groupement d'honneur, donc vous pouvez utiliser une méthode mnémonique pour fixer les idées et pour valider DOP, c'est-à-dire d'honneur, il oriente dans la position ortho et para. Donc ici le OH, bien sûr. Et puis, donc je vais fixer le CL dans la position en parallèle avec OH, bien sûr, si j'ai des droites ici. Donc je vais fixer le chlore ici et je l'appelle ce composé-là, c'est le composé majoritaire, c'est-à-dire c'est celui qui possède le pourcentage le plus grand. La deuxième position, c'est celle-là. Voilà, donc OH ici. Et donc je vais fixer le chlore dans la position ortho, donc soit celui-là, soit celui-là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ce groupement-là, cette molécule est symétrique. Donc soit cette position, ça sera la même chose. Donc ça c'est le produit minoritaire, c'est-à-dire qui possède le pourcentage le plus petit. Excuse my French. Donc majoritaire, c'est-à-dire 90% par exemple, et minoritaire, c'est-à-dire 10%. Voilà. Donc voilà, c'est ça un exemple. Donc c'est ça la première règle. Donc je vais passer directement à la deuxième règle de Mr. Holman. Ok, donc la deuxième règle de Monsieur Holman nous dit que les groupements désactivants sont méta, désactivants, c'est-à-dire qui exercent un effet attracteur, sont méta directeurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel groupement qui exerce un effet attracteur, il va désactiver le cycle benzylique et puis donc il va orienter la substitution électrophile aromatique dans quelle position? Dans la position méta. Donc, un exemple. Une cycle benzylique liée avec un groupement acide carboxylique. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une liaison pi, voilà, qui va se déplacer vers l'oxygène, car l'oxygène est beaucoup plus électronégatif. Donc, l'oxygène, elle va attirer les électrons vers lui, ce qui explique l'apparition d'une charge moins. Donc, c'est un effet attracteur moins M, et donc c'est un groupement désactivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire désactivant? C'est-à-dire qu'il va désactiver les noyaux benzyliques. Donc, un groupement désactivant implique qu'il va orienter la substitution électrophile aromatique, le SEAR, donc dans la position méta, donc à attracteur méta, tout simplement. Et donc, si j'utilise une réaction par exemple de méthylation ou bien d'alkylation, en présence bien sûr d'un acide de Lewis, donc je devais fixer le CH3 dans deux positions, dans une seule position bien sûr, c'est la position méta ou bien la position 3. Donc comme vous voyez ici c'est le carbone qui porte le groupement C1, S2, donc on va fixer le CH3 dans la position 2. Pour respecter la règle de Holman. Voilà, CO, OH. Et donc, je vais fixer le CH3 dans la position 3. Et maintenant, la question la plus intéressante qui me dérange vraiment, c'est le pourquoi. Donc, c'est la question la plus honnête dans le monde. Pourquoi le donneur oriente dans la position ortho et para? Donc 1000 points d'interrogation. Et pourquoi l'attracteur oriente dans la position méta? Donc pour ne pas apprendre les choses bêtement, donc on a ici pour comprendre et n'est pas pour apprendre comme des robots. Donc nous devons utiliser notre cerveau et pas notre mémoire. Votre téléphone va posséder une carte mémoire. Voilà.
Donc il y a une différence entre la carte mémoire et la carte créative. Donc il faut être créatif, donc il faut poser beaucoup de questions des pourquoi. C'est la clé de la science et de la philosophie. Donc c'est à cause de cette question on va développer notre éducation et on va développer la science généralement. Donc je vais essayer de vous répondre, bien sûr, pourquoi le donneur oriente dans la position ortho et para. La réponse tout simplement est dans ce que vous avez étudié en S3. Donc en S3, c'est-à-dire dans la chimie organique descriptive, la nomenclature, la stéréochimie et les effets électroniques, vous avez étudié un groupement de ce qu'on appelle les formes limites. Donc les formes limites, donc je vais essayer de vous démontrer pourquoi le donneur oriente dans la position ortho et para pour ne pas apprendre les choses bêtement. Donc vous avez étudié ce qu'on appelle les formes limites. Donc les formes limites, c'est-à-dire que les électrons pi, donc avant, nous avons ici un système conjugué, n, sigma et pi, donc ce qui implique que ces électrons pi vont se déplacer vers ce carbone-là, et le carbone pi, il est incapable de former plus de 4 liaisons, ce qui explique que cette liaison pi va se déplacer ici. Donc, nous allons trouver une forme limite. Donc, OH, apparition d'une charge positive sur l'oxygène car il a perdu un électron, et bien sûr d'une charge négative ici dans ce carbone-là. Et donc, on voyait ici l'apparition d'une charge négative dans la position, ce qu'on appelle la position ortho, montre que l'électrophile E+, elle va réagir bien sûr avec cette position. Donc pour cette raison, le groupement donneur oriente dans la position ortho. Donc on va démontrer donc pour cette voilà, comme ça on a démontré que pourquoi le groupement donneur oriente dans la position ortho. Donc il ne reste que la position para. Pourquoi le groupement donneur oriente dans la position para? Je vais terminer les formes limites. Donc cette liaison va se déplacer ici. Et puis ce carbone-là, il est incapable de former plus de 4 liaisons. Donc pour cette raison, cette liaison va se déplacer ici pour former un autre carbanion. Donc on va trouver une forme comme ça. Donc apparition d'une charge négative dans la position. Quelle position? C'est ce qu'on appelle la position para. Et voilà, c'est ça la simple démonstration de pourquoi donc l'électrophile va attaquer cette position bien sûr. Et puis les formes limites, donc la deuxième position ortho, et comme ça on a démontré pourquoi le donneur oriente dans la position ortho et para. Et maintenant il nous reste que de démontrer pourquoi l'effet attracteur oriente dans la position méta. Donc pour ce faire je vais essayer de démontrer par cet exemple de benzaldehyde. Donc vous voyez ici un effet attracteur car l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, ce qui explique l'apparition d'une charge positive sur le carbone. Donc nous allons obtenir un composé comme ça, dans lequel il y a une charge négative sur l'oxygène et une charge positive sur le carbone. Et n'oubliez pas que nous avons un système conjugué également, ce qui explique que cette liaison va se déplacer ici pour me donner une troisième forme limite. Donc, je vais obtenir un composé comme ça. Donc, apparition d'une charge positive sur... Voilà, et donc, comme vous voyez, l'électrophile a une charge positive, et donc, d'après la loi de M. Coulomb, les charges de même signe se repoussent et les charges de signe opposé s'attirent. Donc, puisque ces deux charges, elles ont le même signe, plus, donc une répulsion, ce qui explique pourquoi l'électrophile ne peut jamais attaquer cette position qui s'appelle ortho lorsqu'on a un groupement, bien sûr, attracteur.
Donc c'est ça la démonstration pourquoi le plus ne peut jamais attaquer cette position. Et voilà, je vais terminer les formes limites. Donc cette liaison va se déplacer ici. Pourquoi? Pour neutraliser cette charge positive. Donc la charge positive va se déplacer bien sûr vers le carbone para, ce qui explique pourquoi l'électrophile ne peut jamais attaquer la position para. Et puis par le même raisonnement, vous pouvez remarquer que la charge positive n'attaque pas ou bien n'apparaît pas dans la position méta, et pour cette raison le groupement attracteur, voilà le groupement attracteur, il fixe l'électrophile dans la position méta car il n'y a pas de charge positive. Et voilà, comme ça, j'espère bien que vous allez comprendre ce que je viens d'expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci de votre attention. Courage.